Bonjour à tous, nous sommes sur le micro de Radio Aviva et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Richard Sartène. Bonjour. Bonjour Camille. Richard Sartène, vous présentez un livre qui s'appelle « Une enfance entre guerre et paix » que vous avez édité aux éditions du Net. Et je crois que c'est votre premier ouvrage, votre premier roman qui est largement autobiographique. Oui, tout à fait. C'est une histoire, mon histoire, l'histoire familiale. Au début, je voulais raconter des histoires à mes petits-enfants, mes petits-enfants, des histoires de chèvres, de loups gentils. Et je pensais un peu à la guerre. Et effectivement, pendant la guerre, j'ai eu une seule occasion où j'ai rencontré des Allemands qui n'étaient pas barbares ni méchants, quoi. Donc je leur ai raconté cette histoire et après j'ai cherché dans ma mémoire d'autres histoires. J'en ai pas trouvé, alors du coup j'ai écrit mon histoire à moi, quoi. Effectivement, vous avez quelques illustrations où vous présentez un peu naïvement, un peu comme ferait un enfant, un Allemand sous forme de loup casqué, avec des couleurs très frappantes, du rouge, Très du vive, vert, oui. très vives, et des dents très aiguës, très dangereuses, un œil très vif. Et ça vient plusieurs fois dans votre roman, dans votre ouvrage. Donc pour vous, les soldats, c'est un peu des loups. Enfin, en particulier les nazis, bien sûr. Si vous voulez, c'est l'image que j'en ai gardée parce que on peut reprendre l'histoire de l'occupation allemande en France, on peut prendre l'histoire de l'Allemagne et des Allemands pendant la guerre et dans tous les pays d'Europe. Écoutez, je suis désolé, je suis même allé à Auschwitz, c'est vraiment les Allemands sont comportés comme des barbares, quoi. Même si c'est un pays où il y a quand même beaucoup d'éducation, de la philosophie, de la culture. Quelque part, au fond du pan-germanisme, il y a de la barbarie. Une barbarie sous-jacente parce que, Voilà. effectivement... Donc, je dis pas que les Allemands actuels sont des barbares, c'est pas du tout ça que je veux mais dire. je comprends. Je crois aussi c'est dû à l'éducation qui était largement antisémite. Donc ils ont été pétris d'antisémitisme depuis le Moyen-Âge. Oui, tout à fait. Et puis en fait, on n'a pas encore réussi, d'un point de vue philosophique, si vous voulez, ou culturel, à expliquer le comportement des Allemands. On met tout ça, si vous voulez, tout ce qui s'est passé, on le met sous le dos du nazisme, de Hitler, mais en fait, il y a quelque chose de profond qu'on n'a pas réellement analysé. Et en France, c'est pareil, on n'a pas réellement analysé le pourquoi de la collaboration pétainiste. Est-ce que c'est dû à la hiérarchie française, à la haute administration? Oui, donc les pays ne sont pas forcément prêts à faire le procès de leur comportement, qu'ils soient barbares ou paranoïaques, quoi. D'autant plus que pour la collaboration, il y a eu des collaborations absolument gratuites. Et on s'est même demandé pourquoi, gratuitement comme ça, les gens pouvaient dénoncer. Enfin, j'aurais aimé quand même vous présenter à nos auditeurs de Radio Aviva. Vous êtes docteur en médecine, vous êtes toujours en exercice, vous êtes spécialiste de la médecine du sport et de celle du sommeil, vous êtes aussi docteur en sciences, vous êtes enseignant et chercheur, vous êtes surtout un humaniste de haute futée, vous êtes un grand amateur d'art et vous avez vous vouez à l'amitié un culte contagieux. Ça fait beaucoup, hein. Oui, mais je crois que c'est un peu l'image que vous représentez. Si vous voulez, j'ai essayé de comprendre. Bon, d'accord, j'ai commencé à faire des études. J'étais un petit garçon gentil, je travaillais bien à l'école. Et à l'époque, en Bretagne, l'instituteur m'avait présenté au concours des bourses. Le concours des bourses, vous savez, le concours tel que Pagnol le décrit à la gloire de mon père. Bon, moi, j'ai eu cette chance de réussir le concours des bourses. Donc, je suis devenu interne à Nantes. Je suis devenu interne à Nantes. Et après, quand on est venu à Paris, j'étais au lycée Buffon. Et bon, j'ai fait des bonnes études secondaires. Alors, j'ai tout fait, maths sup, maths spé, ingénieur. Et après, je suis allé à l'université d'Orsay, qui est une nouvelle université qu'on avait créée, une nouvelle faculté. Et je pensais qu'Orsay, c'était le quai d'Orsay, quoi. Donc, je me suis inscrit à cette nouvelle université, pensant que j'allais être à Paris et que je me promènerais sur les quais de la Seine
En fait, c'était en banlieue. Donc, je suis venu à Orsay, comme ça, un peu naïvement. J'ai fait un doctorat de physique, de sciences, quoi, un doctorat de physique, et après 2-3 années, je suis revenu à mes amours, j'ai voulu devenir médecin, quoi. Donc, j'ai fait des études de médecine, j'ai fait de la recherche en médecine, et maintenant, j'ai terminé en devenant médecin, la médecine libérale, quoi. Donc, dans la médecine libérale, je fais médecine générale. Je m'occupe du sommeil parce que je suis un grand spécialiste du sommeil, des apnées du sommeil, et j'ai la médecine du sport, quoi. Donc j'ai diverses casquettes et j'ai même monté une galerie de peinture. Donc voilà, donc ma vie c'est une succession de transferts, de métamorphoses, un peu comme ma vie l'a été, où petit juif à Paris à 3 ans. Je suis passé à la campagne où je suis devenu très judéo-chrétien et même enfant de cœur, quoi. Et après, j'avais rencontré ma cousine. Oui. Et alors, on reste un peu sur l'enfance, parce qu'en fait, pardon. je suis un peu étonnée, non, pas vraiment. Vous avez des souvenirs de 3 ans, l'âge de 3 ans. Je me suis toujours demandé à partir de quel âge on pouvait avoir des souvenirs. Eh bien, c'est bien 3 ans. C'est bien 3 ans. C'est même peut-être 2 ans. Pour certains souvenirs qui ont beaucoup, des faits qui ont beaucoup marqué, je pense que ça peut être 2 ans, effectivement. Donc, oui, c'est plus que, dans les souvenirs, c'est plus que des petites choses, hein. C'est plus que, oui, je suis allé au cinéma sur les genoux de ma mère, donc je me souviens très bien, c'est un fait, c'est physique, mais on a des petits souvenirs aussi personnels, d'affect, d'amour, de tendresse, on en a quelques-uns. Oui. De la même manière qu'on peut oublier, on peut en oublier d'autres, dans le même domaine, quoi. Mais je crois que c'est l'occasion aussi de se structurer en oubliant certaines choses et en construisant ou reconstruisant d'autres souvenirs. Oui, et finalement, vous êtes donc, vous avez eu de la chance puisque vous êtes un enfant caché en Bretagne, mais vous êtes un enfant caché qui ne se fait pas trop de soucis de savoir qu'il est juif. D'ailleurs, il ne comprend pas très bien ce que ça veut dire. Et c'est un enfant de cœur très sérieux dans l'église du village. Donc, le judaïsme, pour vous, c'est quelque chose qui, à cet âge-là, ne représente rien. Oui, j'étais un enfant caché, heureux, quoi. Oui, je pense avoir été très malheureux le jour où la dame qui m'avait accompagné m'a laissé dans les bras de cette vieille nourrice. Ah oui, vous le racontez avec beaucoup d'émotion. J'étais très malheureux, j'ai crié, j'ai pleuré, j'ai dit non, quoi. Et toute ma vie, j'ai dit non. Quand quelque chose ne me plaisait pas, je résiste, je dis non, et après, comme l'a dit Cyrulnik, selon les gens, on peut s'adapter, on se crée de nouvelles connexions, et on peut tout de même être heureux, quoi. D'ailleurs, en lisant de très nombreux ouvrages, puisque j'interviewe beaucoup de personnes, d'écrivains, les enfants... Oui, vous ne m'entendez plus ? Là, je vous entends moins bien. Voilà, pour avoir lu plusieurs autobiographies dans des différentes personnes que j'ai interviewées, je m'aperçois que les enfants cachés ont souvent fait de très bonnes études, parce que soit ils abandonnaient tout, et ils devenaient un peu des légumes, si vous voulez, soit ils résistaient. Et beaucoup ont résisté, ont fait de très bonnes études, ont voulu vivre, ont voulu montrer que finalement ils étaient quelqu'un. Et vous en êtes un exemple. Il y a des enfants cachés qui ont été malheureux, c'est certain, parce qu'ils n'étaient pas aimés, ou ils étaient battus. Enfin, j'ai une cousine comme ça qui a perdu un œil. Elle était dans une famille en Normandie, cachée, si l'on veut. Et elle était très malheureuse, quoi. Donc, par contre, je peux dire que dans cette petite famille qui nous avait accueillis, il y a une dame, elle avait 65 ans, Euphrasie, comme je l'appelle. Elle était brave. Elle vivait toute seule. Donc, au fond, elle était contente d'avoir des enfants avec elle. Et ça lui donnait une motivation, quoi. Donc, elle a une motivation parce que les gens, dans cette petite partie de la Basse-Bretagne, le pays nantais, les gens étaient humbles, courageux, généreux. Donc, il y avait une générosité de base dans cette France dite profonde, rustique. Rustique, mais pas rustre. Où les gens étaient pauvres, quoi. Oui. Beaucoup d'hommes étaient partis à la guerre, quoi. Donc, beaucoup d'hommes étaient partis à la guerre, ils étaient prisonniers ou STO.
Donc il y avait beaucoup de gens âgés qui avaient fait la guerre 14. Donc il y avait un amour comme ça qui était distribué, je pense, aux enfants. Et nous, donc on nous disait pas qu'on était juifs. Donc il n'y a jamais eu la moindre larme d'antisémitisme pendant cette époque, quoi. C'est plutôt après la guerre qu'il y en a eu, mais si vous voulez, on était bien, quoi. Donc on était des petits enfants Préservés. parisiens, on apportait un petit exotisme. Les gens étaient gentils avec nous, quoi. Les gens étaient gentils avec nous. Alors on devait raconter des histoires de Paris qu'ils n'avaient jamais connues. Donc on leur apportait une petite générosité et une tendresse qu'ils n'avaient pas forcément eux, puisque il y avait un malheur. La guerre, ils avaient un malheur de base, quoi. Donc le pays vivait donc sur une couche de tristesse. On ne savait pas quand est-ce que la guerre se terminerait. Ils avaient donc leur fils ou leur petit-fils qui était soldat, prisonnier. Oui, donc j'ai vraiment trouvé de l'amour, quoi. L'amour des gens, quoi. Oui. Et c'est une vie à la campagne, dans une campagne qui n'a pas tellement évolué jusque, en gros, Oui. les années 60. Une Bretagne profonde où on parle encore patois. Oui, on parlait pas, oui, on parle le patois. On parlait pas vraiment le breton, mais on parlait le patois, donc un peu le patois, quoi. Donc, Oui. on va chercher de liao. On ne disait pas de l'eau, on va chercher de liao, quoi. Voilà, donc ça c'est... Prononciation un peu différente. Et avec des métiers disparus aujourd'hui. Vous racontez bien tous ces métiers anciens qui faisaient la culture paysanne, la culture rustique. Ah oui, ça j'étais très marqué par le côté paysan, rustique. Faut savoir planter les navets, les choux, planter les choux. On aidait à la moisson, on glanait, quoi. On glanait si on avait des poules, donc il fallait donner à manger aux poules. Donc on glanait tout le blé qu'on gardait pour l'hiver. On fouillait le jardin, les fruits, les châtaignes, le bois ramassé. On faisait des balais de genêt. Voilà, donc toute cette culture, si vous voulez, qui a totalement disparu, quoi. Totalement disparu. Elle Alors disparaît, donc, oui, elle disparaît au moment de l'exode rural des années 60. oui. Donc la guerre n'a rien accéléré. C'est en fait les années 60 qu'on modernisait, permis le revendrement, et moderniser complètement les travaux des champs, quoi. Mhm. Et alors, pendant un long moment, en lisant votre livre, je me dis, Richard Sartène, Sartène, c'est un nom un peu corse, bizarre, pour un petit juif. Bon, c'est peut-être ça. Et puis après, j'apprends, alors je n'ose pas prononcer Schwarz, je sais pas quoi, 10 consonnes et 2 voyelles. Oui. Oui, c'est le nom. On appelait un air comme ça. La dame dont je n'arrive pas à prononcer le nom parce qu'il y avait 9 consonnes et 2 voyelles. Bon, c'était Schwarz, c'est classique en germano-polonais, quoi, le Schwarz. Et puis, c'était pas Heinz, c'était Sten. C'est parce que c'était un J à la place du I. Ah oui. Du I, quoi. Donc, Schwarzsten. Et voilà. Alors, donc, comme mon père fait partie de l'armée d'Afrique du Nord qui a débarqué à Cavalère le 14 août 44. Donc mon père, à la fin de la guerre, on lui a donné la possibilité de devenir français et de changer son nom, quoi. Donc il a pris, alors Schwarzsten, c'est devenu Sartène. Voilà. Donc l'origine phonétique du nom, quoi. Oui, moi, c'est vrai que ça passait mieux et vous étiez finalement content de vous appeler Sartène, d'un nom très français, très facile à prononcer. Oui, c'est bien, quoi, d'avoir un nom français dans un pays français où tout est français. Donc ça m'a pas déplu, ça m'a pas posé de problème. Et Richard, alors c'était votre vrai prénom? Ah oui, Richard c'est mon vrai nom. J'ai un deuxième prénom, Maxime, quoi. Richard, Maxime, alors on des étoiles plus fort, Maxime, le top, quoi. Maximus. Bon, et alors vous avez un culte particulier, un amour très profond pour votre mère, qui est une femme très forte. Oui, ma mère, elle était immensément courageuse, quoi. Parce que, comme mon père, on lui avait dit, mon père était à Paris, on lui a dit, ne reste pas à Paris. C'était 2 semaines avant la grande rafle du Veldiv. Donc lui, il a franchi une démarcation et il a cherché sa voie personnellement. Et voilà, donc mon père était passé dans le sud de la France, après en Espagne, pour rejoindre l'Afrique du Nord. Et ma mère était enceinte, et elle est restée seule à Paris. Alors mon frère et moi, par des relations qu'elle avait
qu'elle avait par sa femme de ménage sur Concreuil, donc elle a pu trouver donc un lieu où mettre ses deux enfants qu'elle avait, et puis elle-même elle était enceinte et elle a accouché en septembre. Donc elle avait été un peu protégée par son médecin qui l'avait mise pas dans une clinique, mais dans un hôpital où elle a pu accoucher tranquillement, paisiblement. Et après, quand elle a accouché, elle a été cachée rue Gilles-Cœur à Paris, un peu comme Anne Frank, quoi. Oui. Comme la famille d'Anne Frank, et après, ils ont réussi à la faire passer en Touraine. Donc ma mère a vécu donc toute cette guerre seule, cachée, avec des angoisses. Et elle nous a récupérés à la fin de la guerre, Et son rêve, c'était d'aller en Amérique. Ma mère, parce qu'elle avait une tante qui était partie dans les années 10 en Amérique. Son père était allé en 1914 en Amérique chercher du travail et un logement. Et quand il était revenu, la guerre 14 était déclarée. Il n'avait pas pu repartir en Amérique. Mon grand-père, donc c'est le père de ma mère. Mm-hmm. Voilà, donc elle rêvait Hollywood, l'Amérique, le théâtre. Ma mère, donc. Et à la fin de la guerre, donc comme ça n'allait pas très fort avec mon père, donc elle est restée dans le pays en attendant que le divorce soit prononcé pour pouvoir aller en Amérique. Alors les divorces à l'époque, c'était pas une chose facile. Hein. Non, c'est on ne divorçait pas à l'amiable en quelques mois. Donc le divorce a duré plusieurs années. Et ma mère était là-bas en attendant. Et quand le divorce a été prononcé, on a pu revenir à Paris en 1952, quoi. 51, décembre 51. Et oui, ça faisait un sacré... Donc, et ma mère, c'est vrai que je l'admirais beaucoup, parce qu'elle était sensible, elle était belle, elle était sensible. Oui, vous écrivez plusieurs fois, elle était belle, élégante, c'était une belle femme, vous l'écrivez plusieurs fois, vraiment vous admiriez votre mère. Et, oui. Et elle vous aimait beaucoup, je crois. Oui, j'étais son petit Riri, quoi, comme surnom. Bon, moi je l'aimais beaucoup, mais je montrais toujours une certaine distance. J'ai dû garder dans ma mémoire le fait j'avais cette notion d'abandon, quoi, donc que je n'ai plus maintenant, bien sûr, mais j'avais cette notion d'abandon, donc j'avais une certaine réticence à aller dans ses bras. Et d'ailleurs, quand elle est après en 45, mars 45, quand elle est venue nous rechercher, j'ai pas voulu, c'était en mars 45, j'ai pas voulu aller avec elle, quoi. Donc je suis resté encore pour toutes les vacances de l'été, en 45, je suis resté chez ma nourrice. Elle m'a laissé chez la nourrice encore quelques mois parce que je voulais pas. C'était une femme intelligente parce qu'elle ne vous a pas forcé. Elle ne vous a pas obligé à venir avec elle et vous vouliez rester avec la nourrice et elle vous a laissé. Donc ma mère elle a toujours été intelligente, elle m'a toujours laissé un peu faire ce que je voulais, ne pas brusquer, pas de violence, ni rien. Donc voilà, donc c'est comme ça que j'ai pu rester chez ma nourrice. Et quand je me suis personnellement rendu compte que c'était pas la solution, que j'étais triste, malheureux, donc j'ai réintégré le foyer familial, quoi. Oui. Et vous aviez quand même des difficultés aussi dans votre relation avec votre père, que vous n'avez vu que 5 fois, vous dites. Ah oui, mon père, j'avais pas de souvenir particulier de mon père à Paris. Vous voyez, donc j'avais occulté l'histoire de mon père. J'ai vu une fois mon père une heure à Concreuil, et je l'ai vu dans le chef-lieu du canton, je l'ai vu une demi-journée en 1949. Je l'ai revu à Paris, quand on est revenu à Paris. Et j'ai revu mon père régulièrement quand j'avais 60 ans, quoi. Oui. Quand il était devenu vieillard, un jour il m'a appelé. Je l'ai rappelé, je lui ai dit, écoute, tu es mon père, il n'y a pas de raison qu'on ne se voit pas, qu'on n'ait pas une relation. Voilà, donc il était un peu tard non, il n'est jamais trop tard, quoi. Jamais trop tard tant qu'il est vivant. Oui, quand il était vivant, quoi. Donc, oui. Mais je n'allais pas spontanément dans ses bras. Voilà, c'était mon père, il n'y avait pas de question, mais l'affect était caché, quoi. Puis vous n'aviez pas tissé de liens suffisants pendant l'enfance. L'affect était caché, non démonstratif, quoi. Oui. Eh bien, Richard Certaine, votre ouvrage Une enfance entre guerre et paix, que vous avez édité aux éditions du Net, est un livre intéressant qui relate bien l'atmosphère de la France de l'époque, mais aussi d'un petit enfant jeté dans cette
guerre, contre sa volonté, caché d'abord, mais ensuite qui arrive à s'en sortir, qui arrive à faire des études sérieuses, profondes, et qui arrive à mener une existence d'un adulte correct et sérieux. Merci de nous avoir donné cette leçon de vie. Je pense que c'est très valable pour les enfants qui éprouvent des difficultés dans l'enfance et ça permet de comprendre comment on arrive à surmonter les plus grandes distances, les plus grandes tristesses qu'on peut rencontrer dans l'enfance. Merci Richard Sartène et peut-être un nouveau roman, un de ces jours. Oui, voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir choisi le livre, d'en parler avec de la chaleur. Et ça me rend heureux. Merci. Tant mieux. Au revoir Richard Sartène, merci.